Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Montétési dans notre rendez-vous quotidien Redevable, une émission qui vise à renforcer la responsabilité citoyenne à tous les niveaux. Retrouvez-nous chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30 pour parler des questions d'actualité politique, économique et socioculturelle. Depuis le 21 juillet 2021, un de nos parlementaires, M. Daniel Baou, a introduit une proposition de loi visant à amender le code de la famille congolais. Parmi les innovations, nous avons la question liée à la dot qui a valu à cette proposition de loi des critiques très farouches et nous avons jugé utile d'en discuter ce soir. Nous en parlons donc ce soir avec nos invités du jour. Bonjour Monsieur Justin. Bonsoir Kaka. Et bonsoir Monsieur Évariste. Bonsoir à vous. Merci d'être de notre ce soir. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous rencontrer personnellement, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre profil? Monsieur Justin. Personnellement, moi, c'est l'assistant Justin Moussambali. Je suis assistant à l'Institut supérieur de tourisme et aussi un fervent militant des droits de l'homme. C'est un peu ça, en fait, l'idée. C'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Justin. C'est un plaisir partagé. Maître Évariste. Voilà, moi, je suis Maître Évariste Iragui. Je fais des recherches dans le domaine de droit. Je suis défenseur du CPI tribunal de grande instance de Goma depuis 2021 et je suis également un fervent défenseur des droits de l'homme ici en province du Nord Kivu. Merci beaucoup. Alors, depuis que cette nouvelle est tombée de cette proposition de loi, un an après son introduction, elle a été déclarée recevable. Vous, en tant qu'avocat, juriste, et également en tant que citoyen, quelle sensation cela vous a fait d'apprendre que, surtout parce que c'est la question de la dot qui a le plus été abordée par la communauté, ça fait quelle sensation pour vous? Quel effet ça vous a fait d'apprendre cette introduction de cette proposition de loi? En premier lieu, je n'ai pas été surpris parce qu'il est du devoir de chaque parlementaire, en vertu de l'article 107 de la Constitution, de proposer des lois, et ce, dans l'intérêt de la communauté en général, surtout sur une question qui fait débat. Parce que depuis 1987, avec l'adoption du Code de la famille, la question de la dot, c'est une question controversiellement disputée jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous vous rappellerez que dans l'ancien Code de la famille, il était prévu qu'on devait avoir une fixation par ordonnance du taux de la dot dépendamment de province. Et depuis 1987 jusqu'à maintenant, ça n'avait pas encore été pris parce qu'on craignait que l'on puisse créer la discrimination entre les filles dépendamment des coins de là où ils venaient. J'avais même appris qu'en 2008, lorsque Kabila a passé comme président de la République, il avait eu l'idée de prendre l'ordonnance fixant les coûts de la dot dépendamment de province, mais il avait été conseillé par son ancien conseiller juridique que c'était une question controversée qu'il fallait laisser au frigo. Heureusement que le député a eu le courage de prendre le taureau par le corne en proposant cette loi-là qui vise à trancher une fois pour toute cette question-là. Et je pense qu'on va devoir revenir sur les innovations qu'il est en train de soulever actuellement. Exact. Merci beaucoup. Monsieur Justin, vous aussi, en tant que militant des droits de l'homme, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, on dit que les droits de la femme sont également des droits de l'homme. Alors, quel effet ça vous a fait d'apprendre que cette proposition a été reçue par le Parlement? En fait, le fait d'apprendre qu'il y a un député, un honorable, qui a pris cette initiative, c'est quand même du courage. C'est quand même du courage, mais il y a certains détails qui laissent à désirer. Le fait de fixer un montant fixe juste pour la dot, différemment du contrée où on se trouve, par exemple. C'est là qui sont dans la ville, les filles qui sont dans des villes, et elles peuvent peut-être être dotées en termes d'1 million. En ville, oui. C'est 1 million de francs congolais qui peut valoir autour de $500, voyez-vous. Oui. Et celles qui sont dans des villages, dans des milieux un peu reculés, autour de $200. En fait, c'est une façon aussi de chosifier tout petit peu la femme. Donc, et pourtant, le Code de la famille lui-même, en son article 363, je pense que le maître juriste peut aussi essayer un peu de me compléter, dit que la dot, c'est juste un remerciement. C'est un consentement de la famille et que les deux familles peuvent s'attendre et ça dépend des us et coutumes des deux conjoints. Ce qui veut dire, si jamais on essaie un peu d'aborder cette question d'une façon plus juridique, mais on oublie
peut-être notre tradition. Nous sommes africains et on devrait les revendiquer. Si on est africain, on devrait accepter ce qu'on est. Accepter que la dot soit uniformisée. D'une part, ça brise un peu la tradition des différentes coutumes, différentes communautés. Donc c'est pour moi quelque chose que je n'encouragerai pas, je ne soutiendrai pas l'idée de chosifier la femme en fixant un montant unique, voyez-vous. Merci beaucoup. Avant donc d'aller plus loin, nous allons devoir apprendre un peu. Peut-être qu'avec les innovations qui vont être mises en avant, on pourra comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, Monsieur Maître Évariste, quelles sont les innovations qui peuvent être mises en avant dans cette proposition de loi? Alors, lorsqu'on écoute les débats actuellement autour de cette proposition de loi, les débats semblent s'incruster seulement sur une des dispositions. Pourtant, elle est bourrée de plusieurs innovations. Et la disposition qui est actuellement controversée, c'est celle qui vise à modifier l'article 737 du Code de la famille fixant la dot. Mais au-delà de cette innovation qui vise à fixer la dot en milieu urbain à 1 million de francs congolais, l'ancien équivalent à 500, parce qu'actuellement c'est plus 520 avec le taux qui est actuellement à 2200, et à 400 000 francs dans les milieux ruraux, il y a d'autres innovations qui vont au-delà de cette prévision-là, parce que la proposition de loi vient modifier le code de la famille à plusieurs dimensions, parce que lorsqu'on a modifié le code de la famille en 2016, certaines choses ont été omises et d'autres ont été supprimées à tort. Par exemple, lorsque vous lisez la proposition de loi Mbaou, vous allez vous rendre compte que ça prend en compte d'abord la dimension des fiançailles. Au niveau de fiançailles, l'autre innovation que ça apporte, c'est au niveau où ça fixe d'abord le fiançailles à 12 mois. Donc, lorsqu'on s'est fiancé, lorsqu'on est dans le fiançailles, et les conditions sont prévues dans le code de la famille, le fait que les promesses partagées entre l'homme et la femme, qu'un jour le mariage interviendra entre eux, la première forme. La deuxième forme, c'est lorsque on suit les étapes conduisant vers le mariage. Et la troisième forme, c'est lorsqu'il y a encore accord entre les deux familles, qu'il y aura un mariage entre eux. Dans l'ancien code de la famille, il n'y avait pas de délai pour que vous puissiez vous marier. Et lui est venu avec une innovation qui est telle que lorsque vous vous fiancez, vous avez 12 mois pour vous marier. Et ce délai ne peut être prolongé que lorsque vous partez devant le juge pour juste motiver le tribunal de paix pour qu'on puisse avoir prolongation. Première innovation. Alors, deuxième innovation, c'est par rapport aux dots. La dot est actuellement fixée à 500 et à 200. Et lorsqu'on est alors dans le mariage et dans les rapports entre époux et épouse, il y a eu une certaine réévaluation des obligations des époux dans la gestion de ménage. Dans l'ancien code de la famille, il était dit que l'homme est le chef de ménage. Et dans la modification apportée en 2016, on a ajouté en concertation avec la femme. Mais il était aussi prévu dans l'ancien code de la famille le fait que la femme avait l'obligation de suivre l'homme partout où il se trouve. Donc la femme avait pour ménage là où habite son mari. Mais avec Daniel Mbaou, il y a une innovation qu'on apporte. Qu'arrive-t-il lorsque le mari n'a pas de boulot, mais la femme a un emploi? Et Daniel Mbaou est venu répondre à la question en disant, lorsqu'il se trouve que l'homme n'a pas d'emploi, mais la femme a un emploi, mais là il a ajouté une condition supplémentaire qui est telle que il faut que la femme puisse avoir un salaire 5 fois plus que de l'homme, ou que l'homme soit complètement sans emploi, constaté par la carte de l'ONEM. Dans ces cas-là, il faut que le ménage soit alors fixé en concertation entre l'homme et la femme. Donc pour le mari là qui n'ont pas d'emploi ou qui ont un emploi sous-cession par rapport à leur femme, ils doivent suivre leur femme. Une autre dimension, c'est par rapport à la succession. Et là, il y a beaucoup de problèmes, parce que dans l'ancien code de la famille, il y a ce qu'on appelle les petits héritages, qu'on estimait avant à 1 million de francs. Lorsqu'on estime la succession laissée par les décousses de la personne décédée à 1 million de francs congolais, cette succession s'est divisée entre la première catégorie, donc les enfants qui sont nés du mariage de la personne décédée ou hors mariage, mais reconnus de son vivant. Et la plupart des fois, dans la pratique, ça posait problème, parce que il arrivait qu'une personne décède, il laisse par exemple une parcelle que l'on peut évaluer à un quelconque montant, mais les gens vont devoir s'interférer, ils chassent les enfants, et ça va devoir être un problème très sérieux. Et Daniel Mbaou revient sur la question en disant que, en tout cas, pour les petits héritages, d'abord, il faut monter un tout petit peu le coût, il quitte de 1 million de francs congolais à 10 millions de francs congolais, vous vous rendez compte? Donc, lorsqu'on estime la fortune à 10 millions de francs congolais, ça laisse pour les enfants. Et aussi, il vient résoudre un problème très sérieux qui était que dans certaines cultures, lorsque l'homme prédécédé, la femme n'avait plus le droit sur ses biens. Et là, il vient alors
cristalliser un droit reconnu par le code de la famille, mais non pas pénalisé, en rendant criminel le comportement visant à chasser la femme du épouse prédécédé dans le toit familial. Ça, c'est au niveau de la succession. Mais lorsqu'on va encore beaucoup plus loin, en droit international pénal, en 2016, lorsqu'on modifiait le code pénal, on avait supprimé à tort un article 947 du code de la famille ancien qui consacrait un titre 2 dans le code de la famille qui réglementait la situation des étrangers à la République démocratique du Congo. C'est quoi les statuts d'un étranger vivant en République démocratique du Congo? À tort, ces dispositions avaient été abolies. Vous vous rendez compte? Et cette proposition de loi vient encore réinsérer ces dispositions qui étaient abolies. Voilà donc sur quoi tourne cette proposition de loi et qui paraît comme étant des éléments innovants qui, au-delà de la dot, peuvent être importants dans la consolidation du système juridique congolais et la sécurisation de citoyens, surtout dans le domaine de la famille. Waouh, merci beaucoup pour cette belle lecture de faits et les innovations qui sont. J'espère que M. Justin, vous comprenez qu'il y a peut-être certains éléments qui peuvent paraître nouveaux. Vous voulez réagir à ça parce que... En fait, je veux juste accepter certaines choses parce que la proposition de cette loi en soi n'est pas aussi mauvaise. Oui. Mais il y a juste des détails. Comme je l'ai dit, il y a certains détails qui laissent à désirer, comme lorsqu'on parle maintenant de la dot. Donc la fixation de la dot et que ça soit un montant uniformisé, voyez-vous. Donc moi je vois maintenant les traditions, les différentes traditions de nos différentes communautés. En fait, chaque communauté a sa façon d'évaluer, chaque communauté a sa façon de vivre. Et lorsqu'il y a par exemple un montant fixe, moi j'aimerais juste savoir quelles sont les motivations, parce que lorsqu'on se dit par exemple nous voulons fixer, uniformiser les montants, il doit y avoir des motivations. Certainement. Par exemple ceux qui disent les jeunes ne se marient plus parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. La dot est devenue un pêcheur. C'est comme si les différentes familles cherchaient un peu à s'enrichir. Tu vois un peu ça. Mais si c'est nécessairement ça la motivation, je penserais que c'est pas suffisant comme motivation. À moins que mon frère puisse avoir au moins une idée sur la motivation de la fixation de la dot. Parce que lorsqu'on fixe la dot à un montant qui est uniforme, on sous-attend qu'il doit y avoir peut-être de plaintes, soit de... Il y a certaines personnes qui se plaignent déjà que non, ils n'arrivent plus à doter parce qu'ils ne s'adaptent plus à des différentes traditions. Et pourtant, nous devons reconnaître, état qu'Africain, nous avons nos propres traditions, nous avons nos différentes coutumes que nous devons protéger. À tout prix, bien sûr. Puisqu'on parle de coutume, moi je voudrais savoir déjà dans votre coutume comment ça se passe, la question de la dot. Enfin, du moment que vous connaissez, parce que généralement les jeunes ils sont en train de discuter, mais ils ne savent même pas comment ça se passe dans leur coutume. En fait, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà doté. Ah, félicitations déjà. Je connais comment ça se fait chez nous. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes déjà passé par là que vous êtes pas d'accord avec ça? Ah non, c'est pas que je n'en suis pas d'accord. Ah. Ce que je veux, c'est juste protéger les différentes coutumes, que nous puissions garder nos différentes traditions. En fait, chez moi, je veux la communauté Nandi. Oui. La communauté Nandi, nous fixons la dot en termes de 15 chèvres. 15 chèvres. 15 chèvres pour dire 10 chèvres d'abord, 10 chèvres comme dot officielle, et qui est une chèvre pour les tantes, une chèvre pour les oncles, et une chèvre, bon ça on a augmenté, ce qui veut dire que ça devrait se résumer à 14, une chèvre pour les frères, et une chèvre pour signer un pacte entre les deux familles, et donc c'est une chèvre qui doit être partagée et consommée ensemble, et aussi une chèvre pour retirer la fille de son foyer, de chez elle. Donc c'est autour des 14 chèvres. Et actuellement, les gens cherchent un peu à augmenter, que ça aille au-delà des 15. Donc, et c'est évalué à combien? C'est évalué en termes de consensus. C'est consensuel. Ça peut varier. Ça peut varier d'une famille à une autre. Il n'y a pas de fourchette. Dire on ne peut pas aller en deçà de ce montant. Voilà. On ne peut pas aller au-delà de ce montant. C'est là où les gens essaient un peu d'abuser de la tradition. Lorsqu'on abuse de la tradition, c'est quand même mauvais. C'est quelque chose qu'on devrait condamner aussi. Mais au moins, c'est quand même consensuel. Il n'y a pas un prix pour ça.
Lorsque vous venez, vous dites, voilà, en fait, nous avons par exemple ces 14 chèvres, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a au moins une chèvre qui doit marcher pour signer les pactes. Donc, nous disons, par exemple, nous avons une chèvre en termes, par exemple, de $20, 50, 100 $. Ça peut passer, $20? Ça peut passer, oui. $20, ça peut passer. Ça peut passer, ça dépend des différentes familles. Parce qu'il y a certaines familles qui n'attendent même pas grand-chose de la dot. Qui n'attendent vraiment pas grand-chose de la dot. C'est juste le respect et la considération qu'a l'époux envers son partenaire. C'est juste ça. Mais alors, lorsque nous disons que nous pouvons estimer, par exemple, un montant, comme il l'a proposé, 1 million de francs pour ceux-là qui sont dans des milieux urbains, imaginez-vous pour ceux-là qui ont comme tradition des vaches, des trucs comme ça. Et est-ce que vraiment ils vont essayer de partager les mieux disant voilà, 200 000 c'est par exemple la valeur d'une vache, 200 000, donc comme vous dans votre coutume il faut 3 vaches, c'est un exemple, et parmi ces 3 vaches nous allons donner une vache à terme de 300 000 francs. Je ne pense pas que ça passe comme ça. Et nous pouvons fâcher les ancêtres, ils n'en seront pas contents. Ah ouais. Maître Évariste, vous avez un mot à placer. Est-ce que vous en savez comment ça se passe dans votre coutume? Parce que avant d'y arriver, je crois que peut-être qu'on devrait commencer par définir la dot. Hein? C'est quand même un élément clé qui tourne autour duquel nos discussions sont en train de tourner. Donc, mais bon, si vous avez une réaction, on peut toujours. Voilà, commençons par la définition de la dot. Déjà, le code de la famille en lui-même définit pas ce qu'on entend par la dot. Mais réellement, la dot, c'est l'ensemble de biens qui peuvent varier d'une coutume à une autre, que l'époux apporte dans la famille de l'épouse à titre de symbole, mais c'est reste que pour que les mariages soient célébrés. Et en RDC, dans la mesure où, en 87, lorsqu'on voulait réformer le code civil livre premier, l'ancien code civil livre premier sous l'époque coloniale, on s'est rendu compte, dans le travail préparatoire, que, en tout cas, dans toutes les coutumes congolaises, la dot revenait. Et pour uniformiser dans les codes de la famille, on a rendu la dot comme étant une condition obligatoire pour la célébration du mariage. Donc, pas de mariage sans dot. Alors, le débat s'est posé à quel niveau, c'est à quel coût on estime la dot. Parce que les faits précèdent toujours le droit et on s'est rendu compte que pour la plupart des fois, c'est une coutume abusée. C'est là qu'on avait fixé déjà en 1987 le fait que, en tout cas, pour éviter les abus de dot, il fallait que les présidents de la République puissent prendre une ordonnance qui fixe dans chaque coin à combien on ne peut pas aller au-delà. Donc, si par exemple on arrive ici en province du Nord Kivu, nous savons que chez les Nandais, chez la dot ne peut pas aller au-delà de tel montant. Vous vous rendez compte? Et telle part jusqu'à tel montant. Seulement 87 jusqu'à aujourd'hui, le président n'avait pas le courage de prendre cette ordonnance-là. Elle n'existait pas encore fixant le coût limite de la dot. Je l'ai dit en introduction que Kabila avait essayé de prendre cette ordonnance-là, mais après il s'est buté à un problème qui était tel que de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on peut fixer par exemple à $500 ou à $1000 à Goma et à 800 à Lubumbashi? Ça devait créer un critère discriminatoire. Or, la discrimination est interdite par la Constitution. Et ce débat est revenu en 2016, lorsqu'on modifiait le code de la famille. Et là, on est venu avec une innovation que je trouve un peu pertinente, qui était telle que on a voulu enlever la fixation de la dot du domaine de l'ordonnance pour l'amener au niveau des arrêtés provinciaux de gouverneurs de province. Et ici, alors, au niveau de province, savoir différencier les coûts à ne pas dépasser dépendamment de chaque culture. Par exemple, quand je suis en province, en tout cas chez les Nandais, c'est 15 chèvres et 15 chèvres en équivalent. Par exemple, on ne peut pas dépasser, par exemple, 1500 approximativement, vous vous rendez compte. Mais là, Daniel Mbao vient de franchir le Rubicon. C'est une question à débat et lui vient de prendre le contre-pied en proposant un montant qu'il estime comme étant fixe. Alors, deuxième précision à faire, c'est que cette proposition n'est pas du tout contraire aux coutumes. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai lu les discussions, donc les travaux préparatoires de la loi, on a dit que les $500 en milieu urbain et le 200 en milieu rural, c'est le coût du montant estimé en argent. Ça laisse la possibilité que toutes les exigences coutumières, genre veste du père, hache, je ne sais pas moi, couteau, donc tout ce qu'on remet à titre symbolique soit versé à part. Donc l'exigence coutumière garde leur place, mais le montant que l'on peut demander ne peut aller
au-delà de 500 dollars. Ce qui voudrait dire, si vous voulez amener les chèvres en nature, vous avez encore la possibilité de le faire. Mais si vous l'estimez en argent, les montants dépassés n'est pas le montant qui est au-delà de 500 et 200 en milieu rural. Autrement dit, il y a cette possibilité d'apporter de l'argent d'un côté et d'apporter des biens. Oui. Si vous apportez les biens, pas de limite. Voilà. Non, si je comprends bien, cette proposition, ça veut dire que non. En fait, il y aura un montant fixe. Bon, ça peut aller au-delà d'1 million. C'est une proposition, comme il l'a dit. Ça peut aller au-delà d'1 million. Donc, c'est ça les montants en argent. Et que si c'est en nature, on peut aller au-delà. Donc, amener aussi ces 4 vaches en nature. Si c'est 12 chèvres, par exemple, amener 12 chèvres en nature. Mais si on essaie un peu de donner la dot en argent, qu'on ne dépasse pas une limite. En fait, comme vous le voyez, si aujourd'hui on essaie un peu de doter en argent, c'est peut-être parce que la conjoncture et les réalités de notre vie nous les poussent. Parce qu'à l'époque, avant que nous on soit là, je crois bien que nos parents, soit nos grands-parents, ne notaient qu'en nature. Ça se faisait qu'en nature. C'est exact. Parce que moi, je me rappelle bien mon père qui me dit toujours. Et lorsqu'il avait épousé, il avait doté, il avait donné des chèvres. Et là, lorsqu'ils amènent des chèvres, on essaie un peu de peser, on s'est dit, voilà, cette chèvre, elle est un peu maigrichon, voyez-vous. Okay. Donc, on essaie un peu de changer, des trucs comme ça. Ça s'est faisait. Et là, il n'y avait même pas de discussion. Voilà. Aujourd'hui, il y a des discussions parce qu'avec la situation d'abord sécuritaire, on s'est dit, vous amenez par exemple 1,500 $, 2 000 $, et ça attire des voleurs, ça attire des soupçons, et ça peut aussi mettre en danger la famille lorsqu'on amène les chèvres. Mais lorsque c'est l'argent, on peut le faire même à la banque, on peut le faire d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'il y a des chèvres qui viennent à la maison, bon, nous sommes dans une ville où les gens n'ont pas assez d'espace. Vous amenez quelqu'un 12, 13 chèvres comme ça à la maison. Où est-ce qu'il va les garder? Ce serait difficile. Mais lorsque ça se faisait, bon, avec le temps, les gens se sont dit non, essayons un peu de le faire en argent. Et ça a évolué, et c'est là que les débats sont devenus voulus, parce que lorsqu'on s'est dit l'argent, voilà, chacun s'est dit, voilà, bon, comme c'est une chèvre, donnez-moi une chèvre en valeur de 200 $. L'autre, 100 $, ça c'est quand c'est autre chose. Mais au moins, si jamais on essaie un peu de rester dans la tradition, et ne jamais perdre la tradition, moi je serais pour qu'on donne la dot en nature. Il serait plus qu'on donne la dot, parce que moi aussi ça me fait du mal lorsque vous voyez la discussion de la dot qui va au-delà de la compréhension humaine. Vous dites au juste, ils sont en train de vendre une fille ou soit. Donc on se pose souvent ce genre de questions. Mais lorsque je vois aussi la proposition de l'honorable Daniel, je me dis, est-ce qu'il a reçu des plaintes dans ce sens? Est-ce que les jeunes se sont dit, voilà, nous n'arrivons plus à doter parce qu'ils n'avons pas assez de moyens? Mais si on essaie un peu de voir plus loin que ça, c'est pas la dot qui fait peur aux jeunes. C'est quoi exactement selon vous? Ce qui fait peur aux jeunes, c'est juste façon de vivre avec la fille d'une façon stable dans le foyer. Parce que la dot, elle ne manque jamais. La dot ne peut jamais manquer lorsqu'on est dans une famille unie. Parce que chez nous en Afrique, l'homme n'est... Bon, je parle de ma communauté, de ma tribu. Et chez nous, on ne peut pas doter seul. Même si vous avez 2 000 $ pour doter, il faut être accompagné par la famille. Il faut être accompagné par la famille. Vous pouvez mettre 2 000 $ sur la table, mais c'est lui qui va amener 100 francs, 1 $, 10 $. Il dira que c'est nous. Okay. C'est nous qui avons doté pour toi. C'est nous qui l'avons fait. Même si vous avez tout réalisé, mais la famille se dira que c'est nous qui avons doté. Donc c'est ça en fait la tradition chez nous. Et je pense qu'il y a quand même des rapports dans nos différentes traditions. On se dit, on se rapproche, on est toujours prêt, bien que les autres peuvent le faire avec des chèvres, des vaches et consorts, mais au moins on se dit toujours, on est toujours plus proche, on n'est pas loin. Ce qui veut dire les différentes communautés, lorsqu'il y a un jeune qui veut doter, lorsqu'il y a un jeune qui veut vraiment déposer la dot chez une dame, il y a la famille qui se réunit et cette famille se mobilise pour déposer la dot. Donc ce n'est pas la dot qui manque. Ce qui manque, c'est ce qui vient après la dot. Et c'est ce qui ferait en fait l'objet du débat. Moi, je penserais qu'au lieu que Daniel, l'honorable, envisage seulement ces montants, il devrait aussi penser à la vie d'après. La vie d'après, c'est autre chose. Est-ce que les jeunes sont occupés? Donc, il fallait qu'il y ait des propositions, des lois qui cadrent à l'occupation, l'encadrement de la jeunesse. Là, ça peut bien marcher. Parce que tu peux doter, même si la dot serait évaluée en termes de 100 000 francs, cela ne va pas nous pousser à tous doter. Parce qu'on s'est dit, donc, lorsque tu as doté,
c'est une vie d'ensemble, c'est une vie avec Nadab. La famille ne sera plus là. Ça sera vous deux. Et c'est ça ce qui fait peur. Je voudrais quand même revenir sur cet aspect-là. Quand vous avez parlé de l'évolution de la manière dont la dot se donne dans notre culture, vous avez quand même évoqué un aspect d'ordre logistique et d'ordre sécuritaire. Quand on dit qu'il n'y a pas assez d'espace pour conserver les chèvres, les vaches et tout ça, et l'argent, c'est plus insécurisant pour la famille. Enfin, c'est plus sécurisant que les biens en nature. Donc, avec ces aspects-là, je voudrais savoir si Évariste avait un élément à rajouter. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être vraiment ça, la motivation qui a fait à ce que nous puissions améliorer, disons, modifier la façon dont la dot se donnait dans nos cultures? Maintenant, on favorise plus l'argent que les biens matériels en nature, parce que l'argent, c'est moins risqué que ces biens-là. Bon, déjà dans la conception juridique des choses, l'argent, tout comme bien en nature, ça constitue la masse des biens. Ce sont des biens. L'argent, c'est aussi les biens, parce que les biens, en droit, c'est l'ensemble des choses présentant une importance pour l'homme. Donc, or, les biens matériels, tout comme les biens immatériels qu'on appelle l'argent, tous entrent dans la catégorie de biens en argent. Seulement, qu'est-ce qu'on appelle en droit les biens qui sont corporels, vaches, tout et tout, et les biens qui sont incorporels qu'on appelle l'argent, dépendamment de leur valeur. Or, dans la dot, on vit seulement l'ensemble des biens qu'on se partage, argent ou pas, ça entre dans la catégorie de la dot. Et depuis 1987, dans le code de la famille, on a été prévoyant parce que toujours, le législateur est toujours rationnel. Il est rationnel et il s'est dit depuis 1987 qu'il arriverait que l'on puisse en abuser. Raison pour laquelle il avait été prévu à l'article 341 du code de la famille une façon d'abus de dot. C'est une façon qu'on punissait de 3 mois jusqu'à 6 mois de prison. Cependant, il y a eu des problèmes pratiques. Donc, c'est ce qui voudrait dire que, dans la logique normale des choses, les personnes qui abusent en fixant une dot exagérément supérieure devaient faire objet de poursuites. Mais il y avait alors un problème très majeur. C'était le problème qui était tel que il n'y avait pas le coût maximal pour estimer, non, ici il a abusé, ici il n'a pas abusé. Et je trouve que le frein que vient de franchir, on va devoir leur donner effet à ces dispositions-là. Parce que là, on va devoir leur se dire, ici il abuse, ici il n'abuse pas. Première dimension. Deuxième dimension, je trouve que cette loi vient régler un débat très ancien, le débat de l'égalité de pouvoir dans le couple. Et la plupart des personnes qui pensaient sur ces débats-là disaient que cette inégalité avait comme source le fait qu'il y avait une dot exorbitante, que l'homme, lorsqu'il arrivait dans le ménage, il voulait récupérer la dot qu'il avait donnée. Mais je trouve que lorsqu'on essaie un peu de fixer la dot à un prix maximal fixe, ça va faire assez que lorsqu'on sera dans les rapports de couple, dans la gestion du ménage, ça va alors rééquilibrer le pouvoir entre l'homme et la femme dans les ménages. Alors le troisième niveau de réflexion, c'est le niveau selon lequel actuellement, et j'ai suivi les débats au niveau du Parlement, dans les travaux préparatoires, il était en train d'être dit que la plupart des hommes ne veulent plus se marier parce que actuellement, je vais employer le terme vulgaire, la femme coûte très cher. Vous vous rendez compte? Je mets ça entre guillemets. Et l'honorable, lui, estime, c'est une motivation de la loi, on appelle la ratio legis, les justificatifs de la loi. Il justifie cette fixation de 500 dans les milieux urbains et 200 dans les milieux ruraux par le fait que ça peut aider ces jeunes-là en âge de se marier et qui n'ont pas la possibilité de le faire parce que la dot est devenue exorbitante, de passer à l'acte. Et ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi des femmes qui se plaignent. Selon lui, il a fait des statistiques. Il y a des femmes qui ne savent plus se faire marier parce que leurs maris ne sont pas, en fait, leurs fiancés ne sont pas en état de doter. Et en contrepartie, ce qui est beaucoup plus favorable, c'est qu'ils ne visent pas seulement la dot. J'ai dit également, ils innovent du point de vue de fiançailles. Alors, comme la dot est rabaissé à 500 et à 200, alors ne vous fiancez plus pendant trop longtemps. Et c'est là qu'il met alors une contrepartie à modifier le 37 en disant non, alors comme la dot n'est plus assez chère, alors vous avez 12 mois pour vous marier. 12 mois. 12 mois pour vous marier si vous ne mariez pas en dessous des fiançailles. Merci beaucoup. Parce qu'il y avait des pertes de chance et la plupart des fois, il y avait des fiançailles qui disaient 7 ans après, vous faites perdre des chances. Merci beaucoup pour cet élément-là. Mais comme le temps nous presse, je voudrais qu'on en vienne à cette question qui fait la chaleur de débat dans la cité. C'est est-ce qu'on va considérer finalement que cette proposition de loi
constitue un recul en matière de promotion des droits de la femme? Parce que finalement, ça, on parle de la chosification de la femme finalement. Est-ce qu'on peut répondre rapidement à cette question-là? Justin, vous considérez que c'est un recul en matière de droits de la femme? Bon, en fait, comme Maître Évariste l'a dit, et il a parlé de beaucoup de détails dans cette proposition de la loi. Et là où ça fait beaucoup plus débat, c'est lorsqu'on parle maintenant de la fixation de la dot. C'est là qu'au moins beaucoup de gens s'y attellent. Ils s'y attellent trop et ça fait vraiment l'objet de beaucoup de débats. En fait, pour dire qu'ici ça constitue un recul dans les droits de la femme, d'une part oui, bon, de ma part moi, parce que ça essaie un peu de fixer un prix. Et pourtant, la compréhension, l'essence même, le vrai sens de la dot, c'est comme un cadeau, c'est un remerciement, c'est symbolique. Oui. Et ce qui devrait être symbolique, lorsqu'on essaie un peu de fixer, ce n'est plus symbolique. L'essence de la dot est perdue. Oui. Alors c'est là que ça essaie un peu de perdre l'essence et même les pédales. On essaie un peu d'aller au-delà des droits de la femme. Oui. Donc pour moi, si jamais on essayait un peu de dire, comme il l'a dit, on fixe juste un montant, un plafond. On se dit, voilà, lorsqu'on essaie un peu de discuter la dot, ne dépassez pas la limite. Oui. Mais lorsqu'on se dit, voilà, c'est ça, c'est 1 million par exemple, c'est 400 000 francs. Oui. Donc ça c'est comme si on fixait. Oui. Mais si jamais on se disait, bon, si jamais dans cette proposition de loi, on disait, et ne dépensez pas, par exemple, un montant X. Donc, lorsque les gens vont donner quelque chose de symbolique, se dire, voilà, il ne faut pas dépasser un montant. Oui. On peut aller juste, on peut baisser tout ce qu'on peut donner, mais qu'on ne puisse pas dépasser. Voilà. Donc, si c'est dans ce sens, on comprendra que non, voilà, ça peut pour moi passer. Merci beaucoup, M. Justin. Très brièvement, Maître Évariste. Alors, un recul en matière de droits de la femme. Ce que je dois dire, c'est que depuis 1987, ce débat est en cours. Savoir est-ce que le Code de la famille de nature a créé l'égalité entre l'homme et la femme ou n'est-il pas discriminatoire à l'égard de la femme? Et lorsque vous lisez les modifications de 2016, le fil de réflexion, c'était de rétablir l'équilibre entre l'homme et la femme à travers le Code de la famille, pour laquelle on avait modifié l'article 448 pour essayer un peu casser l'histoire de capacité de la femme et tout, pour essayer un peu de mettre au pied d'égalité. Mais lorsque vous lisez alors la loi, la proposition de loi Mbao, dans ses préambules, pour lire le fil de sa réflexion, il dit qu'il veut adapter les codes de la famille aux réalités actuelles. Oui. Et ces réalités sont telles que, bon, l'homme est un tout petit peu pénalisé dans le code au même titre que la femme. Et je trouve, à mon niveau, que les débats actuels sur la dot et l'égalité entre l'homme et la femme, c'est un débat révolu. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui a chosifié la femme, c'est les défauts de législation sur cette matière. Ça crée une insécurité grave. Parce que là, il y avait en tout cas une fluctuation dépendamment des humeurs des parents de la fille. Il y a des filles qui coûtaient dépendamment de facteurs subjectifs et non vérifiables. Mais là, lorsque on vient un tout petit peu placer un plafond dans la loi qu'on ne peut pas dépasser, parce que c'est un plafond non dépassable, ce n'est pas interdit que vous ayez en deçà. En plus, depuis 1987, on disait aussi que la dot peut être symbolique. Ce qui voudrait dire que c'était aussi possible, depuis avant, qu'un parent peut donner sa femme en contrepartie d'un téléphone ITEL. Ce n'était pas interdit. Et donc, la fixation, c'est pour désencourager ces familles-là qui allaient au-delà en fixant un plafond et en donnant un sens à l'infraction d'abus de dot qui était une infraction factice, faute d'un appareil de mesure constant prévu dans une législation. Merci beaucoup de votre participation. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Justin. Merci, Maître Évariste. Donc, le temps, il nous presse. Donc, nous vous remercions beaucoup de vos opinions. J'espère que la population comprend maintenant davantage les aspects et les enjeux de cette loi. Merci vraiment d'avoir été de nôtres. On se retrouve le jeudi à 19h juste. Merci, Monsieur Justin. Merci, Maître Évariste. Merci, On prend rendez-vous à jeudi. Merci et portez-vous bien. Ciao.